Bonsoir, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association, compagnie de Serge Carvin pour l'émission Libre Expression. Émission dans laquelle on reçoit les partis politiques, les associations, les artistes, les syndicats et toutes les personnes qui veulent bien s'exprimer librement sur les 100.7 de Radio Asso, la radio qu'il vous faut. Ce soir, je reçois une écrivaine, Madame Ambre Cazodor. Madame, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, bienvenue sur les 100.7 de Radio Association. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Le parcours qui mène à soi, aux éditions Quintessence. Oui, sorti le 9 octobre. Pouvez-vous nous expliquer votre spécialité un peu plus en détail ? Alors, psychocorporel, en fait, ça englobe différents outils qui appartiennent aux thérapies brèves. Parmi ces outils, vous avez la PNL, la programmation neurolinguistique, la kinésiologie, dont on parle de plus en plus, qui est une méthode en fait qui se base sur les fondements de la médecine chinoise, l'hypnose également, qui est simplement en fait par rapport à la PNL, on utilise les mêmes protocoles de programmation neurolinguistique, si ce n'est qu'on rajoute la partie induction pour mettre la personne en état de conscience modifié afin que le travail soit vraiment ciblé sur des couches un peu plus profondes, si je puis dire. Et puis également, je suis formée à la psychobiologie quantique, donc comprendre les lois qui nous régissent et rajouter une couche de développement personnel par-dessus cela, et également les constellations familiales. Alors, donc, je vous ai présenté en tant qu'écrivaine, mais vous êtes aussi thérapeute. Tout à fait. Si j'ai bien lu votre livre, cette spécialité remonte aux années 30. C'est William Reich qui l'a créé, hein ? Exactement, l'un des pionniers, vraiment, c'était William Reich, puisque... Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce personnage ? Oui, bien sûr, c'était un des premiers à mettre en avant le fait que le corps n'oublie rien, le corps, c'est une énorme mémoire, et jusqu'alors, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Freud, de Jung, son élève, et Reich, il a vraiment fait des travaux très approfondis pour pouvoir mettre en valeur, finalement, ce que nous, en tant que thérapeutes, ou en tout cas un praticien psychocorporel, on va chercher à comprendre, c'est-à-dire à travers le triangle de la santé, avec ces trois côtés où on va aller regarder si l'origine de la problématique est présentée par le client, elle est plutôt dirigée sur l'aspect biochimique ou sur l'aspect psycho-émotionnel ou plus sur l'aspect physique. Et en fonction de ça, la bonne nouvelle, c'est quand on travaille sur un des aspects, l'équilibre va agir sur l'ensemble des aspects. On travaille sur le corps, l'âme et l'esprit. Exactement, ce sont les trois dimensions de l'être. Alors, les principes de cette thérapie ? Alors, la thérapie psychocorporelle, c'est vraiment comprendre qu'on va chercher l'origine de la problématique par rapport à ce triangle de la santé. Il n'y a pas une méthode psychocorporelle, il y en a plein. Donc, dans celle que je vous ai citée, oui, celle que vous avez citée. Exhaustif. Mais je veux dire, donc, quand on fait un travail sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit, comment on travaille ? Alors, moi, personnellement, puisqu'il y a autant, je crois, de thérapeutes que d'individus, on est tous uniques. Moi, je travaille beaucoup avec la kinésiologie qui, comme je l'ai dit en introduction, se base sur les fondements de la médecine chinoise. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle un test musculaire, à partir d'une convention où le corps va nous répondre oui, non, ou ce qu'on appelle un test neutre. On va pouvoir... Vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, en fait, à partir de certains muscles, le corps va répondre en fonction du stress, de ce qui va se passer par rapport aux questions qu'on lui pose. Et à partir de là, le thérapeute va poser tout un tas de questions qui sont bien évidemment autour de la problématique, et via des protocoles, et ça va nous permettre d'échanger avec le corps. En kinésiologie, on a tendance à dire, mentalement, le corps, c'est tout. Très souvent, une personne, quand elle vient avec une problématique, elle va par exemple vous dire « Mais voilà, depuis que j'ai eu un accident de voiture à telle date, donc par exemple il y a un mois, je sens que j'ai ça dans mon corps, je me sens pas bien, etc. » Donc elle va nous ramener à un âge J-1 mois, par exemple. Le kinésiologue, il sait qu'une émotion, c'est une mémoire. Donc, à partir de cette information, lui, il va regarder, puisque l'émotion est une mémoire, pourquoi cet événement a généré un stress dans le corps qui, par exemple, va se manifester via un symptôme physique.
Et très souvent, en réalité, le corps nous amène beaucoup plus loin. La plupart de nos blessures se situent dans l'enfance. Alors, selon les psys, il y en a qui vont vous dire entre 0 et 10 ans, d'autres vont vous dire entre 0 et 12 ans. Peu importe, on n'est pas à 2 ans près. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la plupart du temps, on fonctionne un petit peu à la manière des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va scanner dans l'environnement, dans notre réalité, et pas dans la réalité, ce qu'on a besoin d'attirer à nous pour aller finalement refaire surgir une émotion. On va parler de fréquence émotionnelle, puisqu'aujourd'hui, on sait avec la physique quantique que tout est énergie, tout est information. Et on va chercher en fait à refaire surgir une émotion qui est prisonnière dans le corps. Et nous, notre travail en tant que praticien psychocorporel ou kinésiologue, c'est justement de libérer cette émotion sans avoir besoin de la déclencher à l'extérieur par un événement qui va être un accident de voiture ou un autre événement qui va provoquer un stress profond dans le corps. Alors, quelle est la différence entre un psychologue, psychiatre, psychocorporel ? Oula, alors là, on pourrait y parler des heures. Ça pourrait être une émission entière consacrée à ce sujet. Un psychologue, il va plutôt travailler, et je ne voudrais pas déformer parce que je ne suis pas psychologue de formation, va plutôt travailler avec la parole. Donc, il va plutôt agir sur la sphère mentale et sur l'écoute, effectivement. Le psychiatre, lui, il est médecin, c'est une spécialité. Donc lui, il va pouvoir utiliser, ce que l'on ne fait pas dans les thérapies brèves, des médicaments. Par exemple, pour inhiber certaines émotions qui seraient trop fortes sur des événements traumatiques comme un viol ou un événement, je parlais d'accident de voiture il y a 5 minutes. Il va par exemple freiner avec des médicaments l'accès aux émotions pour pas que la personne, elle le vive trop fort, jusqu'à ce que le stress post-traumatique soit enrayé. Nous, en thérapie brève, on va par exemple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je suis également formée à une méthode qui s'appelle Rhythmo, c'est le retraitement de l'information traumatique via les mouvements oculaires. Donc en fait, c'est un équivalent de l'EMDR. Et on va justement retravailler sur les connexions au niveau cérébral pour pouvoir enlever ce qu'on appelle le disque rayé quand on est sur un stress post-traumatique et qu'on a tendance à revivre toujours le même événement. Alors, vous avez parlé de vos formations. Quel cursus vous avez suivi ? Alors moi, je dis toujours, j'ai 1000 vies en une vie. C'est-à-dire que je suis tombée un petit peu dedans quand j'étais petite, dans tout ce qui est développement personnel, puisque j'avais un père qui avait un don très puissant en magnétisme, une mère qui était passionnée par les astres et qui s'est formée très tôt, d'abord à l'astrologie, puis également à la kinésiologie. Et moi, dès l'adolescence, en fait, j'ai eu envie de comprendre tout ça. Donc, j'ai commencé à suivre une psychothérapie avec une femme qui était psychanalyste à l'époque. Et j'ai jamais arrêté, en fait. Évidemment, j'ai eu des pauses, puisqu'on n'a pas toujours besoin, et je suis la première à dire dans les thérapies brèves, on n'a pas besoin de travailler toujours sur soi. Mais j'ai toujours été passionnée par ce domaine-là. Néanmoins, j'avais un papa qui avait ce don et qui disait l'école, c'est important, l'aide à la personne, pour lui, c'était quelque chose en plus. Et donc, du coup, j'ai d'abord été directrice marketing avant de vraiment faire un virage on va dire à 180 degrés. Dans quel domaine vous étiez ? Alors moi, j'étais directrice marketing et communication dans l'informatique. Ensuite, je me suis retrouvée dans la mode, mais toujours dans le marketing et la communication. Je me suis spécialisée avant de rejoindre mon mari en Équateur en tant que directrice de prod dans la mode. Et c'est en 2013 où là, tout a basculé. Et j'ai rencontré Sébastien, mon mari, qui est également thérapeute et écrivain. Et là, je l'ai rejoint en Équateur où on a créé un centre de retraite bien-être dans la jungle, où on travaillait avec des plantes qui sont interdites en France, mais qui sont extraordinaires sur justement, je dirais, l'aspect nettoyage, jeûne. Ce sont vraiment des plantes sacrées en Amazonie. Et on est revenu en fin 2018. Et là, j'ai décidé vraiment de monter mon cabinet. Alors en Équateur, j'avais déjà commencé à me former sur les constellations familiales. J'avais repris des études en alternance, notamment naturopathie. Et vu qu'à Paris, toutes les années où j'ai travaillé, j'ai suivi soit moi un travail personnel et en parallèle des formations sur mon temps libre, j'avais déjà une certaine légitimité. Ce qui fait que quand je suis arrivée en France, je me suis spécialisée en hypnose et sur des modules en kinésiologie qui m'appelaient vraiment. Alors, est-ce que vous considérez que c'est de la médecine ou pas ? Ce que vous faites. Alors oui, pour moi, on est vraiment dans la thérapie brève. C'est une forme de médecine alternative. Et on n'est pas là... alors c'est vrai qu'il y a un vrai combat en France entre les médecines douces, les médecines alternatives, la médecine conventionnelle. Pour moi,
Je trouve que l'intelligence, c'est de travailler de concert. On n'est pas là pour se substituer à aucune médecine, mais au contraire, on parle de plus en plus de médecine vibratoire, d'ailleurs, maintenant. Hein. Mais elle est reconnue ? Alors, ça dépend ce que vous appelez reconnue. Par exemple, en Équateur, là où on avait un centre bien-être, on avait vraiment une accréditation du ministère de la Santé. C'est complètement reconnu, ces médecines-là, là où en France, c'est carrément interdit, hein, les médecines via les plantes sacrées. Il y a une reconnaissance. C'est vrai que par l'hypnose, par exemple, moi, j'étais sur Doctolib. Et l'an dernier, il y a eu un gros remue-ménage. Alors, comme ça se passe souvent, soit via la kinésiologie ou l'an dernier via la naturopathie. S'il y a une erreur qui est faite par un confrère, là, tout de suite, on interdit des gens qui n'ont pas de numéro ADELI, donc qui ne sont plus médecins pour apparaître, par exemple, sur Doctolib. Parce que, donc, revenons-en au mot thérapeute. Oui. Ça regroupe beaucoup de choses. Et effectivement, il y a beaucoup d'escrocs, il y a des sectaires aussi. Alors, je fais toujours attention quand même à la définition du mot secte. Hein. C'est nous qui l'avons un peu galvaudé, parce que finalement, quand vous la prenez vraiment sur son origine, le mot secte, il a aucune notion péjorative finalement. Après, j'ai envie de dire, il y a des charlatans, si je reprends vos mots, partout, hein, dans la médecine aussi, je crois, hein, malheureusement. Il y a régulièrement des médecins qui sont sur liste noire. Et il y a des gens sérieux également. La médecine alternative, elle est de plus en plus reconnue aujourd'hui. D'ailleurs, si vous regardez dans les hôpitaux, on travaille de plus en plus avec des sonothérapeutes. Hein. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle j'organise énormément d'interviews à mon tour. Et j'ai interviewé la semaine dernière Swan, qui est un homme qui a monté un centre à Ibiza, à Paris, également dans le sud de la France. Et il travaille avec énormément d'hôpitaux parce qu'aujourd'hui, alors même si aux États-Unis, c'est plus réputé ces médecines-là parce qu'il y a beaucoup plus de budget pour pouvoir financer les études sur ces recherches-là, en France, on y vient vraiment. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, s'invitent les bols tibétains pour essayer de lutter contre les effets néfastes des radiofréquences, de tout ce qui est radiothérapie. Dans des hôpitaux, pour lutter contre la douleur, on invite de plus en plus le yoga. Je suis également formée, je donne des cours de yoga également. Quoi d'autre ? La kinésiologie s'invite de plus en plus également chez les enfants, dans l'édukinésiologie. Donc vraiment, ce sont des techniques des techniques de demain. Vous avez parlé d'abus, et notamment dans le milieu sectaire. Oui. Donc il y a une fédération française de psychothérapie. Oui, il y a énormément de syndicats, bien sûr. D'ailleurs, la kinésiologie, ça fait des années que les écoles de kinésiologie tentent de mettre en avant, de faire reconnaître en France, là où je crois que c'est en Suisse. J'y habite pas, je m'intéresse un peu moins à la loi suisse, mais je crois qu'en Suisse, c'est vraiment une médecine qui est reconnue, quoi. Les personnes qui viennent vous consulter, est-ce qu'on peut dire que ce sont des patients ? Alors, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit justement parce qu'on n'est pas médecin. Moi, avec mon mari, on a une dénomination qu'on met vraiment en avant dans nos livres. Je crois que j'en parle aussi dans le parcours qui mène à soi. On appelle ça des actions. J'aime pas dire le mot patient, non pas parce que j'ai pas le droit de le dire, parce qu'il y a vraiment une connotation. J'attends qu'on me guérisse. Pour moi, toutes les ressources, elles sont en nous et on peut tout guérir, vraiment n'importe quelle maladie. Action, il y a vraiment le mot action dans ce métier. Je suis acteur de mon changement. Allez, vous venez de dire une chose importante, on peut tout guérir, toutes les maladies. Ouais. Vous êtes sûr de ce que vous dites là ? Pour moi, je suis sûre. Un cancer, vous pouvez le guérir ? Pour moi, oui, bien sûr. Alors, ça dépend le stade, évidemment. Mais à partir du moment où... Et justement, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on sait avec la physique quantique qu'à 99,9999%, tout est énergie. À partir du moment où on va vraiment travailler sur le bon corps, la bonne énergie, et que la personne elle est disposée au changement, on peut tout transformer. Alors, il y a énormément de livres sur le sujet. Le dernier que j'ai interviewé là-dessus, c'est Patrick Drouot, qui a écrit La révolution de la médecine vibratoire. Et il y a énormément de cas de personnes qui ont été guéries par du cancer en utilisant ce type de thérapie. Et encore une fois, qu'on conjugue avec la médecine conventionnelle. C'est aussi ce qu'on accompagnait avec mon mari en Équateur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à ces médecines-là pour justement guérir.
de cancer qui, très souvent, quand on met le mot cancer, ou même en Équateur, on appelle ça des tumors, il faut faire très attention à l'énergie des mots parce que la personne, elle entend tout de suite une sentence, une épée Damoclès avec le tumeur, alors que le corps, pour moi, toutes les maladies sont là pour vous alerter que y a quelque chose à écouter, qu'on n'a pas écouté. Et toutes les maladies racontent quelque chose. Alors, comment se déroule une consultation ? Alors, ça dépend ce sur quoi on vient travailler. Il y a des gens qui viennent, par exemple, arrêter de fumer. Donc là, dans ce cas-là, en général, je dis bien en général, je vais privilégier l'hypnose ou je vais utiliser un protocole qui s'appelle un protocole de changement de comportement. D'accord ? Partant du principe qu'on est des boules multifacettes, il y a des parties de soi qu'on connaît très bien et sur lesquelles l'ego va dire je suis plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il y a des parties de soi qu'on va mettre soit en déni ou qu'on va chercher à cacher. On va dépenser une énergie folle pour cacher ces parties-là. Et nous, notre objectif en tant qu'hypnose, ça va être justement d'aller chercher la partie de cette personne, la facette de la personne qui a mis un comportement en place. On va l'inviter à dialoguer avec cette partie-là qu'elle connaît pas forcément bien et on va inviter la personne à mettre un autre comportement que celle que cette partie de la personne y met en place. En fait, si vous voulez, il y a plein de parties de nous. C'est le principe du conscient, de l'inconscient. Et l'idée, c'est d'aller dialoguer avec des parties de soi avec lesquelles on n'a pas l'habitude d'échanger. Souvent, il y a une partie de nous qui a envie, par exemple, d'arrêter de fumer. Puis il y a une autre partie qui dit « Mais c'est quand même plus fort que moi, j'arrive pas à arrêter de fumer. » Parce qu'il y a une partie, donc l'inconscient, en général, il a toujours le dernier mot. L'objectif de l'hypnose, c'est d'aller justement dialoguer avec la partie qu'on a mis en déni, donc qui est dans l'inconscient. Donc là, par exemple, ce sont des séances qui nécessitent 1 heure, 1 heure et demie. Ça va vite. On met la personne en état de conscience modifié et on va dialoguer via ce protocole, qui est un protocole de PNL, pour justement inviter la personne non pas à changer cette partie d'elle. On change pas une personne, mais on va changer le comportement qu'elle a mis en place à un moment donné. C'est ce qu'on appelle l'intention positive du symptôme. C'est-à-dire que quand on met en place un comportement, l'inconscient, il nous veut du bien. Donc c'est forcément que à l'instant où il a mis ce comportement en place, c'était le comportement qui était jugé comme étant le plus adéquat dans cette situation-là. Quand on vient travailler, par exemple, sur, je sais pas moi, un deuil, par exemple, je vais plutôt aller travailler en kinésiologie, donc avec le test musculaire, pour aller voir à quoi ce deuil est rattaché dans la mémoire de la personne, ce que ça vient raviver. Comme je le dis, en fait, notre objectif, il est très simple. On a tous des émotions qui sont prisonnières dans le corps. Et plus ces émotions sont prisonnières, et plus on en rajoute, et plus à un moment donné, le malaise, le mal-être, les symptômes vont apparaître. Et dans le pire des cas, la maladie. Donc, ce qu'on vient faire, nous, c'est justement de libérer cette émotion pour pouvoir la faire ressortir sans qu'on ait besoin de notre environnement extérieur, d'attirer des choses plus ou moins violentes qui font que, paf, on va toujours retomber sur ce que la personne peut considérer comme des boucles. Je vis tout le temps la même chose. Ben oui, mais tant que tu libères pas la bonne émotion, tu vas toujours revivre les mêmes sortes d'émotions à la manière d'émotions et puis je dirais d'événements à la manière d'un hamster dans sa boule, quoi. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de physique quantique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la physique quantique ? Alors moi, je suis pas physicienne quantique, évidemment. Néanmoins, j'ai été formée dans mon parcours par quelqu'un que j'ai considéré longtemps comme mon maître, qui est chercheur en physique quantique et qui a adapté cela en développement personnel, Pascal de Gaillatis. C'est vraiment la compréhension des lois qui nous régissent. Par exemple, quand on comprend qu'on rencontre ce que l'on vibre, je dis souvent, et ça fait partie d'une étape dans le livre, que un moyen très simple de connaître qui l'on est, c'est de regarder qui on attire autour de soi. Il y a énormément par exemple, quand il y a quelque chose qui réagit en moi face à une personne qui vraiment m'énerve, c'est une très belle invitation à aller voir ce que ça raconte chez nous. Si par exemple on a grandi dans une famille dans laquelle la valeur générosité est très très importante, ça va m'insupporter, par exemple, de rencontrer des situations dans lesquelles je vais attirer de l'avarice. Et pourtant, c'est une très belle invitation pour moi à justement remettre ces deux parties en équilibre parce que l'on est tout et son contraire. C'est vraiment à l'image du yin et du yang. J'ai toutes les qualités, j'ai tous les défauts. Et pour être bien, c'est justement remettre de l'équilibre et quitter le masque dans lequel je veux toujours montrer le meilleur aspect de moi-même. Alors, comment vous êtes retrouvé à Montauban ?
j'ai envie de dire le hasard, mais je crois pas au hasard. Avec mon mari, on a comme projet de créer un centre bien-être, voilà, comme on avait finalement un peu en Équateur. Et on a regardé un petit peu en France ce qui permettait d'allier le soleil, le beau temps, un immobilier accessible, parce qu'en Équateur, on a 64 hectares, hein, forcément c'est énorme. En France, c'est plus difficile d'acheter des terrains de ce type. Et puis on s'est dit, tiens, Montauban, ça répond à nos critères, et pourtant c'est une région qu'on connaissait pas tous les deux. Donc une maison a particulièrement attiré l'œil de mon mari, et on est parti, on a pris la route pour aller voir cette maison. On n'avait pas à joindre l'agence immobilière à l'époque. Il se trouve que quand on est arrivé, la maison était vendue. Mais on a eu un coup de cœur pour la région. Notre hôtel est toujours pas vendu à ce jour, et on s'est dit, on s'installe à Montauban et on verra bien. Et on est charmés. Le livre que vous avez écrit, je l'ai parcouru, je l'ai lu même. C'est très difficile quand même, parce que c'est très technique. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, pour des non-initiés? Alors peut-être, et je vous remercie de ce retour. Moi, j'ai plutôt des retours des thérapeutes qui m'ont dit, il est très généreux parce que tu as mis énormément de thérapeutes. Moi, je suis pas un thérapeute. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre retour. Ouais. Vous allez nous parler de ce livre. Pourquoi vous l'avez écrit? Alors, pourquoi je l'ai écrit? Alors, c'est pas mon premier livre. Le tout premier, je parle un petit peu de mon arrivée en Équateur. C'est un petit peu ma biographie. Le second, c'était un livre que j'ai créé avec ma belle-fille qui s'appelle Parents ados, comment se parler sans déclencher la Troisième Guerre mondiale. À une époque où je travaillais dans un milieu scolaire en Équateur. Et le troisième, ça a été 60 ficelles anti-stress. Le quatrième, ça a été les secrets de la conscience quantique, où justement j'aborde en profondeur comment les lois qui nous régissent, en fait, on peut les utiliser pour pouvoir attirer à nous certaines réalités. Et puis mon expérience en qualité de praticienne psychocorporelle m'a poussée à investiguer. Moi, je suis une très très grande lectrice, c'est pour ça que j'interviewe aussi à mon tour beaucoup d'auteurs. Et je me suis dit, il y a très peu d'ouvrages finalement sur la kinésiologie, sur les thérapies brèves, sur ces outils-là. Et j'avais envie en fait d'expliquer comment, en 1 ou 2 séances, on peut régler des problématiques dans lesquelles il y a des personnes qui restent 10 ans à suivre une psychothérapie, aller voir un psychanalyste. Et je trouvais ça vraiment dingue que certains actions me disent « Oh, mais ça fait des années que j'essaye de résoudre ça et en 1 séance, c'était terminé. » Et en fait, c'est un livre qui est quand même très intime, parce que vous avez vu, je me livre beaucoup à travers ce livre. Je raconte vraiment mon parcours à moi, qui mène à ce que j'appelle le soi. Donc, c'est passer au-delà de l'ego, c'est aller vraiment dans la pleine conscience. Et j'y mets plein de petites partitions de gens que j'accompagne. Et ce qui rejoint l'étape dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte en qualité de praticienne psychocorporelle qu'on attire ce que l'on vibre. C'est-à-dire que quand des personnes viennent me voir, je me dis, tiens, là, il y a une résonance, ça, je l'ai dépassé, ça, pas encore. Si la personne, elle vient me chercher là-dessus, ça va m'aider moi aussi forcément à éclairer un espace que j'ai peut-être pas terminé d'éclairer. Et je l'ai vraiment écrit aussi, vu que je suis également formatrice, et notamment pour mon école de kinésio. On anime une formation avec mon mari qui est spécialisée sur, lui, la partie décodage biologique, qui est sa spécialité, et moi, intelligence du corps, qui est la mienne. C'était aussi pour donner des outils en plus à des thérapeutes en thérapie brève. Alors en introduction, je vais lire une partie, je ne vais pas tout lire. Avec plaisir. Il y a marqué « Ce livre est une invitation à incarner la merveilleuse personne que vous êtes ». Alors ça, vous parlez en général. Oui, bien sûr. Sans chercher à changer quoi que ce soit en vous, simplement en m'accompagnant dans cette aventure collective en 6 étapes incroyables. Se libérer des réalités qui nous enferment, première étape. Seconde étape, prendre soin de soi. Troisième, utiliser la puissance de nos émotions, harmoniser nos relations. 4e. 5e, assumer notre rôle de parent. Et 6e, prendre notre place dans le monde. Donc on va les détailler, se libérer des réalités qui nous enferment. Déjà, vous en avez un peu parlé. Alors en fait, quand je parle de ça, c'est la première étape de ce parcours, c'est aborder en fait la notion de filtre qu'on met sur la réalité. Tout à l'heure, je vous disais, on n'a jamais accès à la réalité. La réalité, elle est trop grande. Donc vous dites que les personnes se mettent des filtres et qui ne veulent pas voir la réalité, c'est ça? Alors je ne dis pas qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Tout un chacun, on ne peut pas voir la réalité tout entière. On n'est pas suffisamment, d'ailleurs, on la vit quand même, on la vit la réalité. Mais on est limité par nos 5 sens. Vous avez accès qu'à une infime partie de la réalité. Ensuite, c'est comprendre que les filtres, c'est également nos croyances. En physique quantique, quand je vous disais que la compréhension des lois qui nous régissent, ça permet vraiment de comprendre ce que l'on vit. C'est de comprendre que
on crée notre réalité à partir de nos croyances. Puisque tout est énergie, tout est information, et qu'en fait, à partir de nos croyances, on va vraiment créer une densification de la matière. Alors, ce serait encore une fois une émission entière à consacrer à ce sujet. Mais en gros, si vous voulez, en général, un thérapeute, il commence toujours par aller voir le système de croyance de la personne. Alors, quand vous dites système de croyance, vous voulez dire quoi ? Mais la plupart de nos croyances sont limitantes. 90%, si ce n'est pas 99% de nos croyances sont limitantes. La plupart des gens disent ça, je ne peux pas. Donc déjà, ils sont déjà en train de se mettre une limite en s'enfermant dans une réalité qu'ils vont forcément finir par atteindre, puisque un physicien quantique, il sait qu'il y a pas une réalité prédéfinie. Il y a autant de réalités, il y a une infinité de lignes possibles. Quand vous êtes déjà, il y a une loi quantique qui nous dit là où va l'attention, l'énergie suit. Quand vous regardez l'échec, c'est le meilleur moyen de tomber. Donc quand on dit par exemple, j'y arriverai jamais, on est déjà en train de se programmer pour ne pas y arriver. Et on va donner raison à ce système de croyance. Est-ce que tu es d'accord que la société aussi nous pose des limites ? La société joue énormément dessus, bien sûr. C'est une façon de nous gouverner aussi. Il y a des moments où on ne peut pas aller au-delà. Si. C'est-à-dire, donnez-moi un exemple. Je ne sais pas, moi. Je prends un exemple tout bête. Ouais. Vous avez un feu rouge, vous arrêtez. Vous pourriez très bien passer. Vous pourriez très bien passer, ouais. Donc là, c'est déjà une limite. On vous dit stop. Ouais. D'accord ? Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que là, la limite, tout à l'heure, je vous parlais de croyances limitantes. Croire qu'il faut s'arrêter à un feu rouge, pour moi, c'est pas une croyance limitante, parce que ça va nous mettre dans la sécurité. Non, c'est un exemple. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais on a toujours le choix. Oui. On a toujours le choix de griller le feu rouge. Il y a des moments où on vous dit stop. Tout à fait. D'accord. Mais après, on est responsable de ses actions et on a toujours le choix. Le choix de griller ce feu rouge, si je reprends votre exemple. On ne se met pas simplement que des limites. On nous impose aussi certaines limites. Bien sûr. Vous êtes d'accord ? Alors, je suis d'accord, mais encore une fois, on nous impose, on n'est pas obligé de suivre ce qu'on nous impose. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est le terme croyance. Parce que pour beaucoup de gens, croyance, c'est religion. Alors pas forcément. Non, on va pas prendre forcément. Un exemple beaucoup plus simple. Si je crois, quand je vous disais par exemple, je crois que je peux pas réussir mon examen demain, ça n'a rien à voir avec la religion. Néanmoins, c'est une croyance. Si je crois que en sortant sans mon écharpe, je vais tomber malade ou je vais attraper le Covid, c'est une croyance. Mais c'est le meilleur moyen aussi d'attirer cette réalité-là. D'accord. Donc comme je vous disais, c'est comprendre aussi comment les formes prennent forme dans la matière. Donc ça, c'est vraiment, je détaille pas mal la physique quantique, qui est l'objet de mon bouquin précédent, les clés de la conscience quantique. C'est comprendre justement l'impact que l'on pose sur le monde. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est prendre soin de soi. Évidemment, quand on est praticien psychocorporel, c'est comprendre que ce corps, que bien souvent, les gens ont tendance à dénigrer en regardant toujours ce qui ne va pas, une fois de plus. Je suis trop grosse, ou je suis trop maigre, ou on regarde toujours ce qui ne va pas assez, plutôt que de se dire, mais génial, grâce à ce corps, je peux faire l'expérience de cette incarnation, je peux courir, je peux nager, je peux danser. Là, c'est l'acceptation de soi-même. Alors, ça rejoint l'acceptation qu'on va voir plus tard, mais c'est aussi prendre soin de soi, parce que si on ne prend pas soin de ce corps, tout à l'heure, je parlais du triangle de la santé. Évidemment, sur un des aspects physiques ou biochimiques, tout de suite, si je me nourris mal, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, à terme, je vais avoir un problème de diabète, par exemple. Donc, c'est l'importance de prendre soin de soi. Et donc de ce corps particulièrement. Et pensez-vous que tout le monde peut prendre soin de son corps ? Alors, spontanément, j'ai envie de vous dire oui, mais je me pose la question, pourquoi vous me posez cette question-là ? Je vous pose cette question parce que tout le monde ne peut pas prendre soin de son corps. Parce que peut-être ils ont des limites aussi financières. Alors pour moi, ça passe pas forcément par manger bio. Ça aussi, pour moi, je pense que c'est une croyance. Non, je ne parle pas de bio, là. Je ne parle pas de bio. D'accord. Donc, ils ne peuvent peut-être pas se payer des soins, ils peuvent peut-être se payer aller à la piscine, faire du sport ou autre chose. Il y a des gens qui sont limités financièrement aussi. D'accord, mais pour moi, le prendre soin de soi, ça passe pas forcément... L'exercice physique, on peut le faire chez soi. Je vous disais que je donnais des cours de yoga, mais moi, personnellement, tous les jours, je pratique mon yoga toute seule. Manger sainement, c'est souvent moins cher de manger sainement que d'acheter des produits transformés.
Prendre soin de soi, ça passe aussi par l'hygiène, ça passe aussi. On a quand même la chance de vivre dans un pays où il y a énormément d'aide, de ressources, d'abondance. Moi, je pense qu'on peut prendre soin de soi. Et quand on prend soin de soi, alors là aussi, hein, c'est une loi physique. Vu qu'on rencontre ce qu'on vibre et que tout part de soi, quand on fait attention à soi, en général, on a une réalité qui correspond à cela aussi. Hein. Et l'éducation, elle ne fait pas partie de se prendre soin de soi-même aussi ? Bien sûr, et elle fait partie des filtres dont on parlait tout à l'heure. Oui. La plupart de mes croyances, je vais déjà les engrammer dans mon éducation. Ce qui me semble bien, pas bien, mes valeurs, etc. Autre point, le troisième, c'est utiliser la puissance de nos émotions. Oui, alors ça, c'est un très grand sujet, surtout pour les thérapeutes psychocorporels, puisqu'on va beaucoup travailler sur nos émotions. Hein. Face à une même réalité, il y a des gens qui vont surréagir, là où chez d'autres, ça va glisser. En réalité, tout devrait toujours glisser. Quand ça ne réagit pas, comme je vous le disais, c'est qu'en général, vu qu'une émotion, c'est une mémoire, ça va chercher quelque chose qui n'est pas réglé par le passé. Les gens ont tendance à catégoriser les émotions. Il y a des émotions qui sont dites positives et d'autres négatives. Moi, j'ai horreur de ce terme. Je pense que vous m'entendrez jamais dire qu'une émotion est négative parce qu'elles ont tout un but. Moi, je dis que nos émotions sont nos alliés. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont tout un message à nous faire passer. Quand on est triste, c'est pas une émotion négative. Quand on a peur, c'est pas une émotion négative. Toutes ces émotions, une tristesse, par exemple, c'est nous faire prendre conscience qu'il y a un deuil à faire. Quand on a peur, la peur, c'est une émotion qui est utile puisque c'est ce qui va permettre, par exemple, à un enfant, à un moment donné, de ne pas traverser la route parce qu'il y a une voiture qui peut passer. Donc, ça sert à nous protéger. Alors, c'est toujours pareil, dans un juste équilibre, puisque quand on se laisse complètement submerger par notre peur, c'est qu'on ne l'a pas laissé sortir et à la manière d'une cocotte minute, on est envahi par la peur. Donc, le travail du psychothérapeute, ça va être justement, d'une part, d'aller informer sur le message de cette émotion et puis d'aller remettre de l'équilibre, puisque quand on apprend à l'enfant, et un enfant, il sait très bien le faire spontanément, naturellement, un enfant, il peut switcher de la colère au fou rire en un quart de seconde, puisqu'une émotion, ça dure quelques secondes, tout au plus quelques minutes. C'est vraiment un courant électrique qui passe par la plante du pied, qui sort par la glande pituitaire en quelques secondes. Mais quand on la retient parce qu'on a appris à dire que c'est pas beau de se mettre en colère ou c'est bon, tu vas pas pleurer pour ça, la personne, elle va garder l'émotion à l'intérieur d'elle et au bout d'un moment, ça va exploser. Et c'est comme ça que vous avez énormément de gens qui arrivent dans des cabinets de thérapeutes à dire « je suis hypersensible ». Non, vous n'êtes pas hypersensible, c'est juste que vous gardez toutes vos émotions et qu'au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau et puis vous supportez plus rien parce que c'est trop plein, quoi. Et c'est comme ça qu'on crée des maladies. Et alors, quand quelqu'un vient vous voir qui est en colère, vous lui dites « sois zen ». Non, pas du tout. Justement, je l'invite à libérer cette colère et je vais voir pourquoi ça le met en colère. Ouais. Et il y a plein de raisons qui vont pousser justement qui vont nous permettre de comprendre pourquoi ça vient toucher, pourquoi ça vient activer cette colère. Est-ce que ça enfreint une valeur chez lui ? Est-ce que cette colère, c'est parce qu'à un moment donné, il n'a pas su dire non ? Parce que la colère, en fait, c'est une émotion hyper précieuse. Il y a un livre qui est fantastique, qui s'appelle « La colère, cette émotion mal aimée ». La colère, ça permet à un enfant de dire non à l'autorité, donc de dépasser sa peur. Quand je lisais le détail, parce que là, on résume, Ouais. Donc vous dites les peurs, c'est universel, existentiel, tout le monde ne peut pas le comprendre, ça. Alors, vous pensez à qui ? Non, mais beaucoup de personnes ne sont pas à ce niveau-là. Alors, vous parlez de niveau de conscience. Moi, ce que je trouve... alors, je ne suis pas en train de le critiquer. Je pense qu'on est là justement pour trouver des solutions. On voit de plus en plus d'écoles alternatives aujourd'hui. Moi, je trouve que les émotions, c'est vraiment quelque chose... je pense que c'est quelque chose qu'on devrait inviter dans les programmes scolaires et puis, quelque part, presque éduquer les parents puisqu'on vient... moi, j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts qui m'ont permis d'accueillir mes émotions. J'ai pas entendu. Voilà, donc on en revient au point de l'éducation au départ. Bien sûr. Mais tout le monde ne reçoit pas une éducation parfaite. Non. Néanmoins, je vois mon fils à Montauban, il est scolarisé dans une école où il y a le banc des émotions. Moi, c'est ce qui m'a séduit, par exemple. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à prendre conscience de l'importance d'accueillir, de libérer ses émotions parce que, en fait, une émotion qui déborde, c'est parce qu'elle a été trop longtemps gardée. Il y a un autre point, le retrait et évitement des responsabilités. On déresponsabilise aussi beaucoup de gens.
Alors oui, c'est une étape dans laquelle je dis on est responsable de tout ce qu'on rencontre. Et je dis toujours attention, responsable mais pas coupable. Et c'est vrai que tant qu'on est dans le triangle de Karpman, si je rentre un petit peu dans les détails, le triangle de Karpman, vous savez, c'est ce triangle où on parle de la victime, le bourreau et le sauveur. On peut jamais être... Il y a des gens qui ont un peu le syndrome du sauveur, mais je leur montre très facilement qu'à un moment donné, quand ils en ont ras-le-bol d'être là-dedans, ils se mettent ils deviennent bourreaux. C'est-à-dire qu'on tourne d'une position à une autre. La victime, quand elle en a marre, elle va dire maintenant stop, c'est fini, j'en ai marre de t'épauler. Elle va devenir le bourreau de celui qui était son bourreau. Puis à un moment donné, elle va devenir à son tour la victime, puisque le bourreau va se retourner à nouveau contre elle. Puis elle va dire ah bah pauvre de moi. Donc en fait, c'est comprendre que comme on attire ce que l'on vibre, mais on est toujours avec la bonne personne au bon moment, en fait. Et c'est aller comprendre, mais tiens, pourquoi j'attire ça à moi ? Quand on comprend ça, ça permet de se remettre en question et de dire, ah oui, là, j'ai peut-être quelque chose à comprendre, effectivement. Quand je rencontre un tsunami de colère face à moi, qu'est-ce que ça raconte chez moi ? Cette colère. Donc vous parlez des écoles alternatives. Donc, effectivement, tout le monde ne peut pas aller dans des écoles alternatives. On est bien d'accord Non, tout aussi, à fait. Et mon fils n'est pas dans une école alternative, je tiens à le souligner. Mais je trouve que de plus en plus, on a conscience, et notamment la preuve dans des écoles qui ne sont pas alternatives, de l'importance d'accueillir les émotions de l'enfance, de les libérer, d'apprendre à... J'aime pas trop le mot gérer ses émotions, mais ça en fait partie de la gestion des émotions, puisque finalement, quand on apprend à les accueillir, à les accepter, à les libérer, on n'a pas besoin de tomber dans des débordements comme on peut assister certaines fois quand il y a des gamins qui gardent, et d'un seul coup qui explosent, et les parents en face qui comprennent pas. Mais justement, là, ils n'arrivent pas à analyser, quoi. Ils n'arivent pas à analyser. Alors qui les enfants, les parents n'arrivent pas à analyser le comportement de leur enfant. Tout à fait. On l'entend beaucoup, ça. Bien sûr. Bien sûr. Puis on n'a pas les mêmes enfants parce qu'on n'a pas les mêmes éducations. C'est très difficile. Alors, c'est très difficile, c'est votre regard. Je trouve que quand on se remet en question et quand on s'intéresse justement aux évolutions en termes d'enfants, de toute façon, on le voit bien. Nous, on n'avait pas d'écran, on n'avait pas de téléphone portable à notre époque. Enfin, voilà. C'est apprendre à vivre avec... je parle beaucoup de polarité, vous avez vu dans le livre. Il y a toujours du bon et du moins bon. Et c'est pas pointé et dit jour toujours, parce qu'on a tendance aussi d'une génération à l'autre à dire nous c'était mieux, nous c'était plus facile. Mais non, il y a du plus et du moins partout. Et c'est le principe de la polarité qu'on trouvera tout le temps partout, que ce soit dans notre corps ou à l'extérieur. 4e point, donc harmoniser nos relations. En fait, c'est comprendre les phénomènes mémoire que j'ai cités quand je vous disais, quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui réagit, c'est aller voir en soi ce que ça raconte. Par exemple, dans mon livre, je crois que je parle d'une fois où je me suis particulièrement énervée parce qu'une personne jetait un mouchoir par terre. Et c'est vrai que souvent, quand on dit à une personne, va voir ce que ça raconte chez toi, la personne, elle peut se braquer. Alors moi, en particulier, ce jour-là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi ? C'était évidemment... Alors, c'était pas mon rapport à mettre les choses par terre, mais c'était mon éducation à dire, il faut surtout rien jeter par terre, pas de saleté, pas de propreté. Donc, dans ces cas-là, on va mettre en déni certaines faces pour se dire, je suis surtout pas comme ça. Mais quand on a conscience qu'on est tout, c'est justement aller remettre de l'équilibre. Donc, c'est comprendre les phénomènes de mémoire, c'est comprendre aussi le couple. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des phénomènes de couple. Moi, j'ai toujours le couple permettre de grandir. Inconsciemment, c'est l'inconscient qui va choisir notre partenaire amoureux. Donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, nos blessures, je l'ai dit tout à l'heure, elles ont pour origine l'enfance, en majorité, 0-10, 0-12 ans. Quand, par exemple, la blessure, la blessure de l'abandon, du rejet, de la maltraitance, la non-reconnaissance, et j'en passe. Je parle beaucoup des blessures de Lise Bourbeau dans le livre. Si, par exemple, on a la blessure du rejet, on va aller chercher un mari avec lequel le moindre de ses comportements va réactiver chez nous une blessure de rejet, là où chez mon voisin, ça va être pris pour de l'abandon, ou chez ma voisine, pourquoi tu réagis comme ça, ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est comprendre qu'on va toujours choisir les personnes qui vont justement nous permettre de réactiver les émotions qui sont prisonnières à l'intérieur de nous. Donc tout est très bien fait. Là, c'est pareil, j'avais marqué les peurs existentielles, et ça régit un peu toutes les vies à partir de ces peurs-là. Ouais. Je prends quelques exemples, la peur d'entrer en contact et d'établir un lien. Oui, alors en réalité, en fait, quand vous non pas divisez,
Mais quand vous enlevez toutes les émotions complexes qui sont en réalité le mélange d'émotions primaires, moi je prends souvent celle de plus chic, c'est-à-dire la peur, la tristesse, la colère, la joie, la surprise et j'en ai oublié une, la 6e, le dégoût. Quand vous réduisez toutes ces émotions, il reste que 2 émotions finalement, c'est la peur et l'amour. Donc quand on n'est pas dans l'amour, on est dans de la peur. Et quand on comprend ça, on comprend tout. C'est-à-dire que tout ce qui réagit chez nous, on ne peut pas être dans l'amour. Et c'est toujours une invitation justement à aller remettre de la lumière, de l'espace, un éclairage dans ce qui a fait qu'à un moment donné, on est figé. Je dis toujours que l'être humain n'est pas méchant naturellement. Une qui est importante, je trouve, c'est la peur de perdre le lien. Ouais, d'accord. Envers les autres personnes. Bah oui, parce qu'on est des animaux sociaux, donc on a besoin des autres pour exister. Et ce lien, en réalité, la première perte du lien, celui qu'on ressent, c'est quand on coupe le cordon, que ce soit un homme ou une femme, à la naissance avec maman. Ouais. Donc déjà, c'est la 2e blessure, la blessure d'abandon. Et alors après, vous abordez le fait aussi de comment sortir de la matrice de la peur et de la souffrance. Oui. Ouais. Alors là, vous rentrez dans des considérations. Très. Là, vous allez très très loin pour les thérapeutes, là, pour le coup. Oui. Mais c'est ça, c'est toujours ça, en fait. Quand vous êtes branché sur la peur, c'est là où les problématiques apparaissent. Et nous, notre travail, c'est justement d'aller remettre. Et donc, vous expliquez comment vaincre la peur. Oui. En quelques mots. Pour ceux qui nous écoutent. Alors ça dépend vraiment de la peur en question. Il y a toutes sortes de peurs. En général, quoi. C'est autant de protocoles que de peurs concernées. Finalement, c'est aussi la raison pour laquelle vous avez des hypnos qui vont chercher à travailler sur, je sais pas moi, des phobies de l'hypocondrie, des phobies sociales, la peur de la mort. Et c'est vraiment des protocoles différents. Je pourrais pas vous en donner. Ce que j'avais marqué aussi dans le bouquin, c'est les blessures psychologiques et notamment les émotions par lesquelles on passe, dont la peur, la détresse, la honte, la colère, l'indifférence. Tout le monde est passé par ces périodes d'émotions. Bien sûr, on est des êtres émotionnels. Vous donnez donc le besoin psychologique, pour la peur, besoin d'appartenance, pour la détresse, besoin d'amour. Alors là, je le rappelle, ça fait plutôt référence au travail de Lise Bourbeau, qui bien avant elle, c'était plutôt les travaux de Virginia Satir. Derrière chaque blessure, il y a un besoin caché. Et très souvent, ce besoin, il n'est même pas conscient. Donc le travail du thérapeute, ça va être d'identifier, de montrer à la personne le besoin qui n'est pas comblé, parce qu'une fois qu'il est comblé, finalement, la problématique disparaît d'elle-même. On va passer aux phases 4, à l'étape 4, du moins, harmoniser ses relations aux autres. D'accord. Alors là, vous citez une phrase qu'a dite, si je m'en souviens, je retrouve la page, Marilyn Monroe. Nous sommes toutes et tous des étoiles, il suffit d'apprendre à briller. C'est le titre, se rappeler qui nous sommes pour entrer en amour. C'est là, ça. Vous voulez dire quoi exactement? En fait, c'est comprendre que on est des êtres d'amour, c'est-à-dire que on est quand même, ce qui est magnifique quand vous regardez l'être humain, c'est quand même le fruit d'un rapport sexuel et donc d'une vibration d'amour à la base. Et ce que l'on cherche dans un rapport amoureux, finalement, on croit qu'on tombe amoureux. J'ai horreur de cette expression parce qu'on tombe pas. En fait, quand on tombe amoureux, c'est jamais de l'autre dont on tombe amoureux, c'est de soi-même. C'est-à-dire que ce dont on tombe amoureux, c'est du reflet de soi. C'est pour ça qu'on parle souvent du regard comme étant le miroir de l'âme. Quand la personne, elle nous voit, quand elle tombe amoureuse de nous, elle nous voit comme l'être unique que l'on est. Et c'est de cette image dont on tombe amoureux. Et c'est pour ça que je ne crois pas tellement en l'âme sœur. Je dis toujours qu'en fait, on tombe amoureux de parties de soi. Et dans la rencontre amoureuse, alors j'en parle aussi dans les livres, les différentes étapes de l'amour. Dans la première étape de l'amour, qui dure à peu près, il y a beaucoup de livres, il y a notamment le livre de Bec Bédé, L'amour dure 3 ans. C'est à peu près le temps au niveau hormonal, c'est là où le corps il est incroyable. C'est un peu le temps pour faire des enfants, c'est là où on est dans la première étape romantique, et c'est magnifique. Et puis après, les masques tombent. Et puis on se dit, finalement, il est plus si merveilleux que ça. Elle non plus, elle est plus si merveilleuse. Et si on va pas justement analyser le pourquoi on est tombé amoureux de l'autre, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en général, on va choisir papa ou maman selon le parent avec lequel on a le plus de problématiques. Et justement, le fait de revivre ces blessures avec notre partenaire amoureux nous permet de les libérer. Et là, du couple,
l'étape romantique, on tombe dans l'étape conflictuelle. Et quand on dépasse cette étape conflictuelle, on tombe enfin dans le couple créateur avec lequel on peut faire des projets, etc. Puis enfin, dans la dernière partie, où vraiment, on va revivre une nouvelle jeunesse. Alors, de plus en plus d'ouvrages parlent de sexualité sacrée, etc. Où finalement, on comprend que le couple, c'est pas ma moitié. C'est surtout pas ça. C'est 1 + 1 = 3. Toute seule, je suis bien. J'ai pas besoin de l'autre pour être bien. Avec l'autre, l'autre est bien. Et à 2, on forme un 3 qui est fantastique parce que moi, j'ai cette croyance. C'est à 2, c'est mieux, quoi. Vous idéalisez là, non, un peu? Je crois pas, non. Non, je pense sincèrement, pour moi, à 2, c'est mieux, et ça fait plus de 10 ans que je suis avec mon mari. Justement, vous parlez des parents, assumer notre rôle de parents. Alors, ouais. La 5e étape, là. Ouais, alors la 5e étape, c'est comprendre l'influence parentale. C'est-à-dire que très souvent, les gens, le bouc émissaire, quand je parlais de responsabilité, c'est mais de toute façon, si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents. Ou quand on va aller travailler sur la blessure du rejet, de l'abandon, de la maltraitance ou que sais-je, y a des gens qui malheureusement restent dans le rôle de victime en disant oui, mais je le savais, tout ça, c'est à cause de ma mère. Moi, justement, je les invite à dire mais non, en fait, moi, j'appelle ça un contrat d'élévation implicite d'âme. Alors moi, j'ai cette croyance, mais je ne l'impose pas, évidemment. Je crois intimement qu'on choisit nos parents. Et inversement, on va attirer, une fois de plus, que l'on vibre. Quand on a besoin, par exemple, de libérer certaines blessures, de choisir un parent qui va activer davantage notre blessure d'abandon parce qu'à un moment donné, il va partir avec une autre femme ou avec un autre homme, peu importe. C'est ce qui va nous permettre, à un moment donné, de vraiment libérer cette blessure d'abandon que l'on a. Et c'est comprendre qu'à un moment donné, être adulte, justement, c'est se libérer du rapport de dépendance avec papa-maman. Quand je prends conscience que je suis responsable de ma vie, papa-maman, il ou elle a fait du mieux qu'il pouvait. Et donc, j'en viens ensuite à devenir de bons parents pour soi. C'est cette compréhension qu'on est des êtres. Je parlais du yin et du yang tout à l'heure, c'est-à-dire on a un côté masculin, on a un côté féminin, et être un bon papa et une bonne maman pour soi, on est tous capables de le faire, quel que soit notre sexe. Alors, on n'a pas les mêmes rôles. On n'a pas les mêmes rôles en tant que maman et papa. C'est-à-dire qu'archaïquement, la maman, c'est celle qui prend soin de l'enfant, qui lui donne l'amour. Le père, c'est plus celui qui va mettre des règles, qui va mettre un nom, qui va créer de la frustration chez l'enfant, c'est important. Le papa, c'est celui avec lequel, par exemple, on va jouer à un jeu de société et puis il va laisser l'enfant gagner certaines fois pour implicitement lui dire, tu vois, tu peux dépasser papa. Et à l'inverse, des fois, qu'il va laisser l'enfant gagner pour dire, tu vois, voilà. Dans les couples de même sexe, quelle est votre vision ? Alors voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus soit de familles monoparentales, de couples hétérosexuels, enfin pas hétérosexuels, pardon, mais homosexuels. Tout ça, en fait, ça fait bouger et ça complexifie un petit peu. Je le vois, moi, des mamans qui sont toutes seules et on sent que l'absence du père, ça pèse dans le rapport à l'autorité. Tout est possible, on peut tout reprogrammer. Et comme je le disais, vu qu'on a une partie masculine, une partie féminine, le tout, c'est de jouer avec les deux et comprendre que, vu que plus tard, on peut être un bon père pour soi et une bonne mère pour soi, avec un enfant, on peut faire les deux aussi. Et là aussi, il y a une refonte qui se joue. C'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posé. Alors, 6e étape, prendre notre place dans le monde. Ouais, là, en fait, on revient finalement à cette notion d'équilibre. C'est toujours l'équilibre, on vient remettre de l'équilibre partout. C'est-à-dire remettre de l'équilibre en soi, remettre de l'équilibre autour de soi. C'est reconnaître cette fameuse responsabilité face à tout ce qu'on rencontre, en étant capable de voir que le changement, il est partout, qu'en actualisant nos prises de conscience, et c'est un peu ça l'objet de mon livre, c'est comprendre que finalement, nos problématiques, elles sont pas tant dans ce qu'on rencontre, c'est dans la manière dont on les regarde. Et c'est là où finalement, ça rejoint l'étape 1, c'est les filtres qu'on va mettre. Moi, je dis souvent que ce qu'on rencontre, c'est des cadeaux déguisés. Tant qu'on voit les choses comme des problématiques, on reste enfermé dedans. Et souvent, moi, j'invite la personne à regarder sous un autre prisme et à voir à quel point, justement, par exemple, revivre ce qu'une personne, elle peut vivre comme un abandon, c'est justement ce qui va la libérer une fois pour toutes de ce qu'elle avait de prisonnier au niveau de ses cellules, de son corps. Et là, ça devient un cadeau. Donc, moi, j'appelle ça des cadeaux déguisés. Vous l'avez vu dans le livre. Mais c'est comprendre que tout ce qu'on vit, déjà, on est capable de le dépasser, de l'affronter. On a toutes les ressources pour. Et ça, c'est un peu notre
boulot de thérapeute, c'est parfois, en fonction des épreuves de vie qu'on a pu rencontrer, c'est aller rechercher des ressources qu'on a mis de côté à un moment donné et pour permettre de retrouver, d'accéder à ces ressources. Et là, on rejoint un petit peu la notion de résilience dont on n'a pas parlé dans l'interview, mais qui est hyper importante aussi. Par rapport à tout ce que vous avez écrit, est-ce que vous le mettez en pratique ? J'espère. Donc, je peux vous considérer de la femme parfaite, alors. Oh là là. Alors déjà, la perfection n'existe pas dans la nature et je dirais que c'est ce qui la rend si parfaite. Bien sûr que non, je ne suis pas parfaite, sinon je ne serais pas là. Non, j'essaye un maximum, effectivement, d'appliquer ce que je dis. C'est pour ça que j'appelle ça le parcours qui mène à soi. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a des choses des programmes qui nous rattrapent fréquemment. C'est aussi pour ça qu'un thérapeute régulièrement se fait superviser, hein, parce qu'il y a toujours des phénomènes de projection, hein, si je pars un petit peu plus dans l'aspect jungien. Moi-même, hein, régulièrement, je suis des supervisions avec par exemple, le directeur de l'Arche à Toulouse. Mon mari étant thérapeute, j'adore échanger avec lui des cas que je rencontre et inversement, parce que ça me permet de voir son prisme à lui. Vous pouvez voir autant de thérapeutes sur une problématique, vous aurez autant de séances différentes, puisque on ne voit chez les autres que des reflets de nous-mêmes. Est-ce que vous avez raison ? Alors, raison sur quoi ? Raison, est-ce que vous avez raison ? Alors, je ne tiens pas la vérité, parce que personne ne peut prétendre détenir la vérité, puisque, comme je vous le disais au départ, on ne voit qu'une infime partie de la réalité. On est limité par nos 5 sens. Les animaux perçoivent des sens que nous, on ne perçoit pas, par exemple. Dans ce chapitre-là, il y a une liste de qualités et de défauts. Je n'ai pas trop compris, là, qu'est-ce que vous voulez mettre ? En fait, c'est comprendre que on est tout et son contraire. Si vous voulez, ce que j'ai cherché à faire, c'est... quand on se présente dans l'ego, à partir de 7 ans, quand un adulte dit à un enfant « il est paresseux », « il est sympa », il est... Enfin, toute la liste, hein, que vous avez dans mon livre. Oui. Un enfant, avant 7 ans, ça glisse. À l'âge de raison, il va construire son ego. Et face à une figure d'autorité dont il a confiance, que ce soit un papa, une maman, un grand-parent, un instituteur, quand on va dire à l'enfant « ah, il est sympa, mais dis donc... il est paresseux », l'enfant, pour être reconnu des siens, il va falloir qu'il donne raison à ses étiquettes. C'est des étiquettes. Et je vous l'ai dit, en fait, on ne voit chez les autres que ce qu'on a en commun. Donc un instituteur qui va dire il est paresseux, en général, ça raconte plus quelque chose de l'instituteur que de l'enfant. L'enfant, c'est pas parce qu'un jour il va être paresseux que c'est forcément un gamin paresseux. Il est tout et son contraire. Et donc l'enfant, il va finir dans sa construction égotique par être paresseux parce qu'il est reconnu comme ça. Et ce que j'ai voulu faire passer, c'est qu'on est tout et son contraire et qu'en plus la nature est mouvement. On est mouvement. Moi, petite, j'étais très timide. Aujourd'hui, j'adore parler devant des salles de conférence. Je suis ravie de faire cette interview avec vous à la radio. Je crois vraiment pouvoir dire que je suis plus timide, mais on est tout et son contraire. Ce que j'ai voulu faire passer, c'est ça. C'est arrêter de croire que vous êtes comme ça. Très souvent, en thérapie, j'ai des gens qui me disent « moi, j'étais comme ça. » Et moi, je leur dis « mais moi, face à moi, j'ai pas une personne qui est comme ça. » Tant qu'on se raconte qu'on est comme ça, on va donner réalité à ce système de croyances. Je prends un mot, comme vous qualifiez de défaut dans la liste « joueur ». Ah, je l'ai mis dans les défauts ? Oui, dans les défauts, oui. En fait, encore une fois, c'est un filtre, parce que le joueur, c'est super d'être joueur. Oui. Ça dépend dans quel équilibre, mais il n'y a rien finalement qui a un défaut, une qualité. Je suis sûre que dans la liste, vous avez agresseur dans la partie défaut. Heureusement qu'on a de l'agressivité pour pouvoir l'utiliser quand, par exemple, vous avez, je sais pas moi, une personne qui va choper votre gamin à la sortie de l'école pour l'attirer avec des bonbons. Heureusement que vous allez sortir la carte de l'agressivité qui va vous permettre de dépasser votre peur. Je vous parlais tout à l'heure de la colère, ça va avec. Hein. C'est une émotion complexe qui est teintée de la colère et ça va vous permettre justement de dépasser votre peur pour pouvoir aller retirer votre gamin. Donc, c'est comprendre qu'en fait, il n'y a pas tant de défauts ou de qualités. Ça dépend de l'espace dans lequel on va activer ce mot. Nous arrivons au terme de cette émission. Bon, j'espère que nos auditeurs et auditrices auront compris ce que vous voulez faire passer comme message. Vous avez d'autres choses à rajouter ou écoutez, pas ? un grand merci de m'avoir accueilli chez vous et puis en espérant que ça plaise effectivement à vos auditeurs. Donc, je rappelle le titre de ce livre, Le parcours qui mène à soi, en 6 étapes pour incarner son être profond, et c'est paru aux éditions Quintessence. Tout à fait. Les éditions Quintessence, c'est quoi comme édition ? Alors,
sont des éditeurs qui sont plutôt spécialisés en développement personnel, en décodage biologique. C'est vraiment comprendre ce que certaines maladies racontent. Si on en revient justement au départ, comprendre qu'en fait, notre travail, c'est aussi d'expliquer à des gens qui vont mal, très mal, et qui ont laissé les émotions prisonnières les atteindre à un point que la maladie est venue frapper, c'est mettre du sens sur les mots qui n'ont pas été exprimés. On peut remercier aussi Madame Florence Vaillant. C'est ça, je la remercie de nous avoir envoyé tout à fait, votre mon livre. attaché de presse chez Quintessence. Merci à Florence. Merci d'être venu sur les 100.7 de Radio Asso.